Attends dans la voiture. Ces 4 mots ont détruit tout ce que je croyais savoir sur la maternité. Peut-être que certains cœurs brisés ne guérissent jamais. Mais c'était dit. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'un seul instant, cela vous semble familier, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Cela m'aidera à continuer de trouver le courage de parler de ces vérités que beaucoup d'entre nous portons en silence. Je m'appelle Marguerite Dubois. À 75 ans, je croyais comprendre ce qu'était la déception. J'ai enterré mon mari il y a 3 ans, j'ai vendu la maison où j'ai élevé mes enfants et j'ai déménagé à 2 heures de route de tout ce qui m'était familier, uniquement pour être plus proche de ma fille, Lydie. Je pensais que la proximité signifiait l'amour. Je pensais que le sacrifice signifiait la gratitude. Je me suis trompée sur tant de choses. Ce matin de septembre a commencé comme n'importe quel jour de mariage devrait commencer, avec de l'espoir. Je me suis réveillée avant l'aube dans mon petit appartement, celui que je pouvais à peine me payer après avoir donné à Lydie 12 000 € pour les frais de son mariage. La lumière du matin filtrait à travers des rideaux que j'avais achetés chez Carrefour, bien loin des rideaux sur mesure que j'avais eus autrefois dans ma vraie maison. Mais peu m'importait. C'était temporaire, me disais-je, une fois que Lydie serait installée dans sa vie de femme mariée, une fois qu'elle verrait à quel point j'avais renoncé pour être près d'elle, les choses changeraient. J'avais choisi ma tenue des semaines à l'avance. Une robe lavande douce avec une veste assortie, des talons discrets qui ne lui feraient pas honte, et le collier de perles que Robert m'avait offert pour notre 20e anniversaire. Je me suis maquillée avec la même précision méticuleuse que j'avais employée comme infirmière hospitalière pendant 37 ans. Chaque coup de pinceau délibéré et pratiqué. Mon reflet montrait une femme qui en faisait un peu trop pour compter, mais à ce moment-là, je n'ai pas reconnu ce désespoir. Le trajet jusqu'au domaine de Bellevue a duré 45 minutes à travers la banlieue nord-ouest de Paris, en passant par des quartiers où de jeunes familles poussaient des landaux et entretenaient des jardins derrière des clôtures blanches. J'avais autrefois imaginé vivre dans de tels endroits quand je croyais que le travail acharné et l'amour garantissaient une fin heureuse. La radio jouait des chansons de ma jeunesse, Aznavour, Brel, des voix d'une époque où le monde avait plus de sens. Le domaine de Bellevue se dressait sur des terres manucurées, comme sorties d'un conte de fées. Des colonnes blanches s'élevaient sur 2 étages, soutenant un porche enveloppant orné de rosiers grimpants. Des fenêtres allant du sol au plafond brillaient sous la lumière du matin, et je pouvais entendre le son lointain d'un quatuor à cordes, accordant ses instruments. C'était tout ce dont Lydie avait rêvé depuis ses 12 ans, feuilletant des magazines de mariage, et planifiant un avenir qui, d'une manière ou d'une autre, ne m'avait jamais incluse dans les détails. Je me suis garée près de l'entrée principale, les mains tremblantes en coupant le moteur. À travers le pare-brise, j'ai observé les prestataires qui transportaient des arrangements de roses blanches et de gypsophiles, des fleurs que j'avais aidé à choisir, des arrangements pour lesquels j'avais aidé à payer. La vue aurait dû me remplir de fierté, mais au lieu de cela, j'ai senti ce nœud familier d'anxiété qui vivait dans mon estomac depuis des mois. Lydie est apparue avant même que je puisse sortir de la voiture, se penchant vers la fenêtre de mon côté conducteur avec l'énergie impatiente d'une mariée en retard. Ses cheveux bruns étaient déjà coiffés en boucles élaborées sous son voile, et son maquillage était impeccable, un travail professionnel qui avait probablement coûté plus que ce que je dépensais en courses en un mois. Elle était magnifique, radieuse, tout ce qu'une mariée devrait être. « Bonjour maman », dit-elle de ce ton particulier que j'avais appris à reconnaître, celui qui signifiait qu'elle avait besoin de quelque chose mais souhaitait ne pas avoir à le demander. Pas de bise, pas de commentaires sur ma robe, aucune reconnaissance du trajet de 45 minutes, ou des mois de planification qui nous avaient menés à ce moment. « Tu peux attendre dans la voiture pour l'instant ?» Les mots sont sortis précipitamment, comme si elle craignait que je puisse protester. C'est un peu le chaos à l'intérieur, et on est encore en train de tout préparer. Mais j'ai besoin que tu t'occupes des paiements des fournisseurs, tu sais, comme on avait convenu. Elle m'a tendu une enveloppe couleur crème par la fenêtre, remplie de chèques que j'avais rédigés et signés des jours auparavant.
Chacun représentait des mois de budget serré, des heures supplémentaires que j'avais faites à la clinique même après ma retraite, des dîners de soupe et de biscuits pour pouvoir contribuer à son jour parfait. Le fleuriste, le photographe, le DJ, ils attendent tous leurs paiements finaux, a-t-elle poursuivi, s'éloignant déjà de la voiture. Tu te souviens des montants, n'est-ce pas? Et puis, on viendra te chercher, d'accord? Elle n'a pas attendu ma réponse. Elle a simplement fait demi-tour et est retournée vers le domaine, son voile flottant derrière elle comme un fantôme de tous les rêves que j'avais eus pour ce jour. Je l'ai regardée prendre le bras de Diane Chevalier, sa future belle-mère, une femme qui possédait sa propre agence immobilière, conduisait une Mercedes et n'avait jamais douté de sa place dans la vie de son fils. Je suis restée assise là, cette enveloppe sur mes genoux, sentant le poids de ses chèques comme des pierres sur ma poitrine. À travers le pare-brise, j'ai vu les vrais invités commencer à arriver, des couples en costume et robes de cocktail, riant et s'embrassant, prenant des selfies avec en toile de fond le jour parfait de Lydie. J'ai vu Diane diriger le photographe, ajuster la robe de Lydie, tenir son bouquet pendant qu'elle posait. Et moi, j'étais la vieille dame dans la Peugeot 206 de 15 ans, garée à l'extérieur comme un membre du personnel, attendant des instructions. La prise de conscience s'est venue lentement, comme de l'eau froide s'infiltrant à travers un tissu. Je n'étais pas une invitée à ce mariage. Je n'étais pas de la famille célébrant une étape importante. J'étais une prestataire de service, quelqu'un qui s'occuperait de la sale besogne de l'argent pendant que la vraie famille, la famille de Diane, créait des souvenirs qui dureraient toute une vie. 74 ans, et on me demandait d'attendre dans la voiture comme une enfant, ou un animal de compagnie, en qui on ne pouvait pas avoir confiance à l'intérieur. Assise dans cette voiture, agrippant ses chèques, les souvenirs ont déferlé comme un barrage qui cède. Combien de fois avais-je attendu? Combien de fois avais-je été la solution pratique au problème de Lydie, pour être ensuite oubliée dès que la crise était passée? Il y a 3 ans, quand Robert est mort d'une crise cardiaque soudaine à 68 ans, Lydie m'avait appelée en larmes. « Maman, je ne peux pas t'imaginer seule dans cette grande maison. Pourquoi ne déménages-tu pas plus près de nous? On pourra passer plus de temps ensemble. » Sa voix avait été si tendre, si convaincante. Je me sentais reconnaissante que ma fille me veuille près d'elle pendant la période la plus sombre de ma vie. Ce qu'elle n'avait pas mentionné, c'est qu'elle et son fiancé, Adrien, se noyaient sous les prêts étudiants et les dettes de cartes de crédit. Ce qu'elle n'avait pas dit, c'est que déménager plus près signifiait être disponible pour des gardes d'enfants d'urgence, des courses et le genre de soutien financier qui se déguisait en « la famille » qui aide la famille. J'ai vendu la maison de 4 chambres où Robert et moi avions construit notre vie ensemble. La maison avec la cuisine où j'avais préparé des milliers de déjeuners, le jardin où nous avions organisé des fêtes d'anniversaire et des barbecues. La chambre principale où je l'avais tenue pendant ces dernières semaines, quand le cancer avait ravagé son corps, avant que l'infarctus ne l'emporte finalement. 3 ans de souvenirs réduits à une vente de déménagement et une transaction immobilière qui m'a laissé juste assez pour le petit appartement près du quartier de Lydie. « Tu vas adorer avoir ton propre espace », m'avait-elle dit en m'aidant à trier des décennies de vie accumulées. « Et ce sera tellement bien de t'avoir à seulement 20 minutes. » Elle avait été efficace pour décider de ce que je devais garder et de ce que je devais laisser. Son euphémisme pour jeter les artefacts de ma vie qui ne rentraient pas dans 75 mètres carrés de logement pour seniors. Les premiers mois, elle me rendait visite régulièrement. Nous prenions le café le samedi matin et elle me parlait de son travail dans une agence de marketing, de ses projets avec Adrien, du mariage dont il rêvait. Je lui cuisinais ses plats préférés, le bœuf bourguignon et la purée maison qu'elle aimait tant enfant, les cookies aux pépites de chocolat que je faisais pour chaque kermesse de l'école. Pour un bref instant, j'ai cru avoir pris la bonne décision, puis les demandes ont commencé. « Maman, je déteste te demander ça, mais pourrais-tu garder Bentley ce week-end? La sœur d'Adrien se marie et les hôtels qui acceptent les animaux sont tellement chers. Bentley était leur Golden Retriever, un chien adorable mais qui nécessitait des médicaments, une nourriture spéciale et une attention constante.
Un week-end est devenu la plupart des week-ends. Je me suis retrouvée à planifier mes activités en fonction de son calendrier social. Maman, tu es si douée avec les chiffres. Pourrais-tu m'aider à démêler ce pétrin d'assurance? Ils disent que je dois de l'argent que je ne pense pas devoir. Des heures en attente avec des représentants du service client, à déchiffrer des factures médicales et à contester des refus de prise en charge pendant que Lydie était au travail ou sortait avec des amis. Maman, tu te souviens de cette lampe de la maison, celle avec l'abat-jour en vitrail? Je pense qu'elle serait parfaite dans notre salon. Une par une, des pièces de mon ancienne vie ont migré vers son appartement. La belle vaisselle, le miroir antique, la salle à manger en chêne qui avait appartenu à ma mère. On les garde juste pour toi, disait-elle, jusqu'à ce que tu aies plus de place. Mais la place ne s'est jamais agrandie, et les biens ne sont jamais revenus. J'ai appris à manger dans des assiettes en carton parce que ma belle porcelaine présentait des salades que je ne goûterais jamais dans un foyer où j'étais toujours une invitée. Jamais de la famille. Les demandes financières ont commencé modestement. Maman, la carte grise de notre voiture est due, mais on est un peu juste ce mois-ci. Pourrais-tu nous prêter 200 €? On te les rendra la semaine prochaine. La semaine prochaine est devenue le mois prochain, qui n'a plus jamais été mentionné. Les montants ont augmenté, les explications sont devenues plus élaborées. La gratitude a duré moins longtemps, quand Lydie a annoncé ses fiançailles. J'étais sincèrement ravie. Adrien semblait être un homme décent, calme, ambitieux, dévoué à son bonheur. La demande avait été romantique, un pique-nique au coucher du soleil, au parc Monceau, avec des photos professionnelles et une bague qui coûtait plus que ce que j'avais dépensé en bijoux dans toute ma vie. « Maman, on veut que tu sois très impliquée dans la planification, » m'avait-elle dit, me montrant la bague avec des doigts qui tremblaient d'excitation. Être impliquée, j'ai appris, signifiait financer la fête de fiançailles dans un restaurant chic du centre de Paris. « Maman, on veut vraiment faire bonne impression sur la famille d'Adrien. » La robe de mariée d'une boutique exclusive de l'avenue Montaigne. « Maman, c'est la robe de ma vie. Je la chérirai pour toujours. » La compte pour le domaine de Bellevue. « Maman, ils ont besoin de 3 000 € pour réserver notre date. On te remboursera dès que le bonus d'Adrien arrivera. » Le bonus d'Adrien ne s'est jamais matérialisé, ou s'il l'a fait, il a été consacré à leur lune de miel en Italie, à leurs nouveaux meubles, à leur appartement amélioré dans un immeuble avec concierge et vue. Pendant ce temps, je prenais des céréales de marque distributeur au petit déjeuner et je marchais au lieu de conduire pour économiser sur l'essence. J'avais commencé à faire des gardes dans une clinique médicale, utilisant mes compétences d'infirmière pour aider aux soins de base. À 71 ans, j'étais l'employée la plus âgée de 15 ans. Mais le revenu supplémentaire signifiait que je pouvais continuer à aider Lydie sans puiser dans les économies dont j'aurais besoin pour mon propre avenir incertain. Mes pieds me faisaient mal dans des chaussures qui avaient connu des jours meilleurs. Mon dos protestait contre les heures passées debout, mais je me disais que c'était temporaire. Une fois le mariage passé, une fois qu'il serait installé, je pourrais me reposer. « Tu es une maman incroyable », disait Lydie après que je lui avais remis un autre chèque. « Je ne sais pas ce qu'on ferait sans toi. » Les mots semblaient être une sorte de paiement, une validation, que mes sacrifices comptaient, que je construisais quelque chose de durable avec ma générosité. Mais assise dans cette voiture, regardant Diane ajuster le voile de Lydie avec l'intimité naturelle de quelqu'un dont la présence était appréciée plutôt que tolérée, j'ai commencé à comprendre la différence entre être nécessaire et être valorisé. J'étais le distributeur automatique qui ne remettait jamais en question les retraits, la baby-sitter qui ne facturait jamais, la solutionneuse de problèmes qui ne se plaignait jamais d'être réveillée à minuit pour des crises qui, d'une manière ou d'une autre, nécessitaient toujours une intervention financière immédiate. Il y a 3 mois, j'avais fait la plus grosse contribution à ce jour, 12 000 € pour les frais finaux du mariage. « Maman, c'est tout », m'avait promis Lydie. « Après ça, on sera financièrement stable. Adrien va avoir une promotion et moi une augmentation. On pourra commencer à tout te rembourser. »
Elle m'avait serré dans ses bras, alors. L'une des rares marques d'affection physique que j'avais reçues d'elle en des mois, et je me sentais pleine d'espoir que mes investissements dans son bonheur porteraient enfin leurs fruits. La promotion n'est jamais arrivée, ou si elle est arrivée, les priorités avaient changé. Il y avait des prêts étudiantes à rembourser, une nouvelle voiture à financer, des meubles qui ne pouvaient pas attendre. Le mariage avait consumé non seulement mon argent, mais aussi ma dignité, me transformant de mère en bienfaitrice, en rappel indésirable de dettes et d'obligations. M'ont-ils utilisé ? La question s'est formée dans mon esprit avec une clarté cristalline, et pour la première fois, je n'ai pas pu l'écarter avec une rationalisation maternelle. Ma fille avait passé 3 ans à extraire systématiquement tout ce que j'avais à offrir, ne donnant en retour que le minimum d'affection nécessaire pour me garder docile. Un coup à la vitre de mon côté passager m'a tiré de ces sombres pensées. Un jeune homme en gilet noir, probablement le coordinateur du mariage, a souri et a fait un geste vers l'enveloppe sur mes genoux. « Madame Dubois, je viens pour les paiements des fournisseurs. Nous sommes prêts à commencer à traiter les derniers arrangements. » Je l'ai regardé à travers la vitre, cet étranger qui connaissait mon nom parce que j'étais celle qui payait les factures, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Pas mon cœur. Cela suggérerait quelque chose de net et de soudain. C'était plus désordonné, comme du vieux bois qui se fend sous un poids trop lourd, l'effondrement lent d'une structure qui avait supporté plus que ce pourquoi elle était conçue depuis trop longtemps. J'ai tendu l'enveloppe au coordinateur par une fente dans la fenêtre, mes doigts tremblants en relâchant mon emprise sur ses chèques. Chacun semblait être un morceau de mon âme qu'on m'arrachait. « Merci, madame », dit-il avec une politesse professionnelle. « La cérémonie commence dans environ 1 heure. Vous nous rejoindrez à l'intérieur ?» La question s'est restée suspendue dans l'air comme de la fumée. J'ai ouvert la bouche pour expliquer que j'étais la mère de la mariée, que j'avais payé pour la moitié de ce qu'il s'apprêtait à distribuer aux fournisseurs, que j'avais conduit jusqu'ici en croyant que ma place était quelque part dans cette belle journée. Au lieu de cela, je me suis entendu murmurer « Je ne suis pas encore sûre ». Il a hoché la tête poliment et s'est éloigné, me laissant seule avec la prise de conscience grandissante que je n'étais vraiment plus sûre de rien. Je suis restée là pendant 23 minutes, regardant le défilé d'invités passer devant la fenêtre de ma voiture. Des couples de mon âge, vêtus de leurs plus beaux atours, bavardant avec enthousiasme à propos des mariés. De jeunes familles avec des enfants en petits costumes et robes à volants, impatients de danser et de manger du gâteau. Tous avaient une place, un rôle, une raison d'être là qui allait au-delà de l'obligation financière. Puis je les ai vus ensemble. Lydie et Diane, marchant bras dessus bras dessous vers le jardin où la cérémonie devait avoir lieu. Elles rayaient de quelque chose, les têtes penchées l'une vers l'autre avec l'intimité de femmes qui appréciaient vraiment la compagnie de l'autre. La main de Diane reposait naturellement sur le bras de Lydie, et Lydie se penchait vers le contact de sa future belle-mère avec une chaleur que je ne lui avais pas vue me montrer depuis des années. C'est là que la première fissure est apparue dans mon déni soigneusement construit. J'ai regardé Diane redresser le voile de Lydie avec une douce précision, lissant un pli que probablement seule une autre femme remarquerait. J'ai vu le visage de Lydie s'adoucir de gratitude, de confiance, du genre d'affection ouverte que les filles sont censées partager avec leur mère. Et j'ai réalisé qu'à un moment donné, j'avais été remplacée. Pas officiellement, pas de façon dramatique, mais lentement et méthodiquement. Pendant que je signais des chèques, que je résolvais des problèmes et que je me rendais indispensable par mon soutien financier, Diane avait construit une vraie relation avec ma fille. Elle avait été présente aux essayages de la robe, non pas comme un distributeur automatique, mais comme une femme qui comprenait la mode et avait des opinions qui valaient la peine d'être entendues. Elle avait été incluse dans la planification du mariage, non pas comme une ressource à exploiter, mais comme un membre de la famille dont les préférences comptaient. Mon téléphone a vibré, un SMS de Lydie. Les traiteurs demandent la disposition des tables. As-tu déjà réglé les paiements ? Il faut qu'on s'occupe de ça ASAP. ASAP. Pas de « Comment vas-tu, maman ?» Pas de « Merci pour tout ». Juste une autre tâche,
un autre problème à résoudre pour moi, pendant qu'elle créait des souvenirs avec la femme qu'elle avait choisie pour remplir le rôle de mère dans sa nouvelle vie. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que les mots deviennent flous. ASAP. Dès que possible. L'acronyme ressemblait à une épitaphe pour notre relation. Tout était urgent, rien de durable. Chaque interaction réduite à des besoins immédiats et des solutions rapides. 100 ans pour le travail plus lent de construction d'une véritable intimité. Mes doigts ont survolé le clavier du téléphone. Je voulais écrire. Je m'occupe des paiements depuis 2 ans. Je m'occupe de tout depuis 2 ans. Ce dont je ne me suis pas occupée, c'est d'être c'est d'être traitée comme si j'avais de l'importance. Au lieu de cela, j'ai tapé « C'est fait, paiement traité ». La réponse est arrivée immédiatement. Génial, on se voit tout à l'heure. On se voit tout à l'heure. Pas entre maintenant. Pas va chercher ta place. Pas j'ai hâte de partager ce moment avec toi. Juste la vague promesse d'une reconnaissance à un moment futur indéfini, quand cela lui conviendrait. J'ai posé le téléphone, face vers le bas, sur le siège passager et j'ai essayé de me souvenir de la dernière fois que Lydie m'avait appelé juste pour parler. Pas pour demander quelque chose. Pas pour résoudre une crise. Pas pour coordonner la logistique, juste pour entendre ma voix. Parce que je lui manquais. Je ne pouvais pas m'en souvenir. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois qu'elle m'avait posé des questions sur ma vie, ma santé, ma solitude dans ce petit appartement où je dînais seule 7 soirs par semaine. La question me semblait étrange, comme l'essayer de se souvenir d'une langue que j'avais autrefois parlée couramment, mais que j'avais oubliée par manque de pratique. La prise de conscience s'est abattue sur moi comme une lourde couverture. J'étais devenue une fonction dans la vie de Lydie, pas une personne. J'étais la maman d'urgence, activée en cas de besoin, rangée quand ce n'était pas le cas, disponible pour les crises financières, les urgences de garde de chiens et les problèmes compliqués d'adultes qui nécessitaient le temps et l'énergie de quelqu'un d'autre pour être résolus. Mais je n'étais plus la maman de tous les jours. Je n'étais pas la femme qu'elle appelait quand elle avait de bonnes nouvelles à partager, quand elle avait besoin de conseils sur une relation, quand elle voulait digérer les petites victoires et défaites qui composent une vie quotidienne. Ce rôle avait été rempli par des amis, par Adrien, par Diane, des gens qui offraient de la compagnie au lieu de simples solutions. Une femme en robe bleu marine était passée à côté de ma voiture, se débattant avec 3 jeunes enfants en tenue de cérémonie. L'un d'eux avait laissé tomber quelque chose, et elle jonglait avec un sac à langer, un sac à main et un bambin qui se tortillait tout en essayant de récupérer ce qui était tombé. Sans réfléchir, j'ai baissé ma vitre. « Vous avez besoin d'aide ?» ai-je crié. Elle a levé les yeux, surprise mais reconnaissante. « Oh, merci. Pourriez-vous ramasser cette petite voiture ? J'ai les mains pleines. » Je suis sortie de ma voiture pour la première fois en 1 heure. J'ai ramassé la petite voiture rouge et je l'ai tendue à son plus jeune fils. « Tiens, mon chéri. »« Merci beaucoup, » a dit la femme, ajustant sa prise sur le bambin. « Vous êtes ici pour le mariage aussi ? Je ne crois pas qu'on se soit rencontrés. J'ai commencé à dire la mère de la mariée. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. L'étais-je ? Cela signifiait-il quelque chose d'être une mère si votre fille était passée à d'autres figures maternelles ? Le lien biologique importait-il si le lien émotionnel avait été rompu ? Je suis Marguerite, ai-je finalement dit. Sarah, la cousine d'Adrien. Vous êtes de la famille ou une amie ? La question qui aurait dû être la plus simple à répondre me semblait impossible. C'est compliqué. Sarah a souri avec la compréhension de quelqu'un qui avait déjà rencontré des dynamiques familiales compliquées. Ne le sont-elles pas toutes ? Eh bien, j'espère que vous apprécierez la cérémonie. Ça va être magnifique. Elle s'est éloignée avec ses enfants, me laissant debout à côté de ma voiture, me demandant comment j'étais devenue quelqu'un qui ne pouvait même pas identifier son propre rôle au mariage de sa fille. Mon téléphone a sonné. Ce n'était pas Lydie. Elle était probablement trop occupée à poser pour les photos
et à se prélasser sous l'attention de Diane. C'était la tante d'Adrien, quelqu'un que j'avais rencontré exactement 2 fois, qui appelait parce qu'apparemment, j'étais toujours la personne de contact pour la coordination des fournisseurs. Marguerite, le traiteur a besoin de savoir, pour les restrictions alimentaires, il y a une certaine confusion sur le décompte des végétariens. Un autre problème, un autre besoin urgent de mon intervention. J'ai passé 12 minutes au téléphone avec le traiteur, passant en revue les notes que j'avais prises il y a des mois sur les allergies et les préférences alimentaires des invités. Des informations que Lydie m'avait demandé de suivre parce qu'elle était été trop occupée avec le travail pour gérer tous les détails. Quand j'ai raccroché, j'ai remarqué que la musique de la cérémonie avait commencé. À travers les fenêtres du domaine, je pouvais voir les invités prendre place dans le jardin. Le quatuor à cordes jouait quelque chose de classique et de romantique, le genre de musique censé rendre les moments éternels et parfaits. Je n'étais pas invitée à être témoin de quoi que ce soit. J'étais l'équipe des coulisses, le système de soutien invisible qui maintenait le spectacle en vie pendant que la vraie famille vivait la magie. Je me suis rassise dans ma voiture et je me suis finalement autorisée à pleurer. Pas les larmes délicates d'une femme essayant de préserver son maquillage, mais les sanglots laids et profonds de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle vivait un mensonge depuis des années. Le genre de pleurs qui vient de la compréhension que l'amour n'est pas toujours réciproque, que le sacrifice n'est pas toujours reconnu, qu'être nécessaire n'est pas la même chose qu'être apprécié. Le pire n'était pas l'exclusion de la cérémonie. Le pire était la certitude grandissante que ce moment avait été inévitable, que je m'étais effacée de l'histoire de Lydie, un chèque à la fois, un problème résolu à la fois, une limite franchie à la fois. Je lui avais appris que mon amour venait sans condition, sans limite, sans l'exigence d'un respect de base. Et elle avait appris cette leçon à la perfection. J'ai dû pleurer pendant 20 minutes dans cette voiture avant que mon téléphone ne se mette à sonner comme une alarme d'urgence. La cérémonie était clairement terminée, car soudain, tout le monde avait besoin que Marguerite y arrange quelque chose, coordonne quelque chose, paie quelque chose. Le premier appel venait du photographe. Madame Dubois, il semble y avoir une certaine confusion avec le planning de la réception. La mariée a mentionné que vous vous occupiez de la logistique. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Même le jour de son mariage, Lydie me déléguait les détails désordonnés pendant qu'elle glissait à travers les jolies parties, avec Diane à ses côtés. Je vous rappelle, ai-je réussi à dire, la voix encore rauque de larmes. Puis le DJ a appelé, puis l'organisatrice de mariage, puis le responsable de la restauration. Chaque conversation était la même. La mariée a dit de voir avec vous pour... Ou Lydie nous a dit que vous auriez les informations sur... Ou nous avons besoin de votre approbation pour... Au 4e appel, quelque chose en moi a commencé à durcir. Pas à guérir, cela prendrait beaucoup plus de temps, mais à se cristalliser. Comme l'eau qui se transforme en glace en hiver, préservant la douleur tout en la rendant tranchante et incassable. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai regardé à travers mon pare-brise le cocktail commencer. Les invités sortaient de la cérémonie sur la terrasse du domaine, tenant des flûtes de champagne qui captaient la lumière de l'après-midi. Les rires flottaient dans l'air, se mêlant au bruit des verres qui trinquent et au doux bourdonnement des conversations. Et elle était là, Lydie, radieuse dans sa robe de mariée, acceptant les félicitations et posant pour des photos avec Adrien et les 2 parents. Les 2 parents. Diane était d'un côté, élégante, dans son tailleur bleu marine, le père d'Adrien à côté d'elle dans un smoking parfaitement coupé. De l'autre côté, il aurait dû y avoir Robert et moi. Mais Robert était parti et j'étais bannie sur le parking. À la place, Lydie avait invité sa marraine, Jeannette, à poser sur les photos de famille. Jeannette, qui vivait sur la Côte d'Azur et voyait Lydie peut-être 2 fois par an. Jeannette, qui avait envoyé un généreux cadeau de mariage mais n'avait pas contribué d'un centime aux frais réels du mariage. Jeannette, qui pouvait sourire pour le photographe pendant que j'étais seule dans ma voiture, portant encore le parfum que j'avais mis ce matin quand je croyais bêtement que j'avais de l'importance.
C'est là que je l'ai remarqué. Un petit garçon, peut-être de 7 ans, s'éloignant de la foule de la réception vers le parking. Il pleurait, agrippant une boutonnière cassée, son petit smoking froissé par le malheur qui venait de lui arriver. Sans réfléchir, je suis sortie de ma voiture et je me suis approchée de lui. « Bonjour mon chéri, ça va ?» Il m'a regardée, les joues striées de larmes. Ma fleur s'est cassée et maman a dit que j'ai tout gâché et que maintenant les photos seront laides. Mon cœur s'est serré. Voilà ce bel enfant, probablement pas plus âgé que mon plus jeune petit-fils, si j'en avais eu, si Lydie avait jamais voulu m'inclure dans cette partie de son avenir, se sentant honteux pour quelque chose de si trivial. « Comment t'appelles-tu, mon chéri ?»« Théo. Je suis le porteur d'alliance, mais j'ai tout raté. » Je me suis agenouillée à sa hauteur, ignorant la protestation de mes genoux de 74 ans. « Théo, tu n'as rien raté du tout. Parfois que les fleurs se cassent. Ça ne te rend pas méchant et ça ne rend pas les photos laides. Tu veux savoir un secret ?» Il a hoché la tête, s'essuyant le nez avec le dos de sa main. « Les plus belles photos sont celles qui montrent la vraie vie. Et la vraie vie, parfois, a des fleurs cassées. » J'ai pris doucement la boutonnière de ses petites mains. J'ai tordu la tige pour cacher les dégâts et je l'ai repiquée sur son revers. Voilà comme neuve. Peut-être même mieux parce que maintenant elle a une histoire. Le visage de Théo s'est illuminé. Vraiment ? Vraiment. Maintenant, tu ferais mieux de retourner auprès de ta famille avant qu'ils ne s'inquiètent pour toi. Il m'a serré les jambes rapidement, puis a couru vers la réception. Sa crise oubliée, sa joie restaurée. Je suis restée là, sur le parking, le regardant rejoindre la fête, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Je venais de passer 5 minutes avec un enfant que je n'avais jamais rencontré, lui offrant plus de soins et d'attention sincère que ma propre fille ne m'en avait montré en des mois. L'ironie était dévastatrice. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS de Lydie. « Où es-tu » Les gens se posent des questions sur l'heure du dîner et je ne sais pas quoi leur dire. Les gens posent des questions. Pas « j'ai besoin de toi » ou « je te cherche ». Juste la reconnaissance passive que d'autres personnes étaient dérangées par mon absence. J'ai fixé ce message et j'ai pris une décision qui m'a surprise moi-même. J'aille taper. Je ne me sens pas bien, tu devras gérer les détails de la réception toi-même. La réponse est arrivée en quelques secondes. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu ne peux pas être malade maintenant. On a besoin de toi. On a besoin de toi. Pas « j'espère que tu te sentiras mieux » ou « y a-t-il quelque chose que je puisse faire ?» Juste l'affirmation immédiate que mon bien-être était moins important que mon utilité. Un autre SMS a suivi. « Maman, c'est le jour de mon mariage. S'il te plaît, ne fais pas ça. » Ne faire quoi ? Ne pas être humaine, ne pas avoir de sentiments, ne pas attendre une considération de base pour ce qui était censé être l'un des jours les plus importants de nos vies. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. Lydie appelant probablement de la suite nuptiale où elle se refaisait une beauté entre les séances photos. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » Tout le monde me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre parce que c'est toujours toi qui t'occupes de ces choses. Parce que c'est toujours moi qui m'occupe de ces choses, ai-je répété lentement. Lydie, est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? Quoi ? Je dis juste que tu es plus organisée que moi. Tu connais tous les détails des fournisseurs, les horaires et de qui est ce mariage ? La question est sortie plus sèchement que je ne l'avais prévu, mais je ne l'ai pas regrettée. Silence à l'autre bout du fil. Puis, maman, je ne comprends pas pourquoi tu es comme ça. C'est le jour de mon mariage. On pourra parler de ce qui te dérange demain. Demain. Quand elle serait en lune de miel, le voyage que j'avais aidé à financer mais dont je ne verrai jamais les photos parce qu'elle serait trop occupée à commencer sa nouvelle vie pour se souvenir de partager des souvenirs avec la femme qui l'avait rendu possible. Ce qui me dérange, dis-je avec soin, c'est que je suis assise sur un parking pendant que ta vraie famille fait la fête à l'intérieur. Tu exagères. Bien sûr que tu es de la famille, tu es ma mère. Vraiment ?
parce que les mères sont généralement invitées au mariage de leur fille. Elles ont généralement une place à la cérémonie, elles sont généralement incluses dans les photos de famille au lieu qu'on leur demande d'attendre dans la voiture, comme si elles étaient du personnel. Le silence s'est prolongé cette fois. Quand Lydie a de nouveau parlé, sa voix avait pris ce ton froid que j'entendais de plus en plus souvent ces derniers temps. Je t'ai dit d'attendre dans la voiture parce que c'était agité, pas parce que tu n'as pas d'importance. Et si, tu es sur les photos de famille, on en a pris quelques-unes à la maison la semaine dernière. Tu te souviens ? Les photos de famille à la maison. 5 minutes de clichés précipités alors qu'elle se préparait à partir pour son enterrement de vie de jeune fille, tout le monde consultant son téléphone et semblant impatient de passer à des activités plus importantes. Des photos qui ressemblaient à une obligation plutôt qu'à une célébration. « Maman, j'ai vraiment besoin que tu te ressaisisses », a poursuivi Lydie. Diane pose des questions sur le service du dîner et je ne sais pas quoi lui dire. Ce n'est pas le moment pour une de tes crises. Une de mes crises. Comme si le fait de se sentir blessé par l'exclusion et le manque de respect était un défaut de caractère plutôt qu'une réponse humaine normale au fait d'être maltraité. Une de mes crises. La phrase a résonné dans mon esprit longtemps après que j'ai raccroché avec Lydie, les mains tremblantes, en posant le téléphone face vers le bas sur le siège passager. 74 ans de vie, 37 ans d'infirmière, 28 ans de maternité, et mes sentiments légitimes avaient été réduits à une de mes crises. Je suis restée assise sur ce parking pendant encore 10 minutes, regardant les invités aller et venir entre le cocktail et la salle de réception. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur les terrains manucurés, et j'ai réalisé que je devais faire un choix. Je pouvais entrer, afficher un sourire, et passer la soirée à coordonner les horaires des fournisseurs pendant que Lydie dansait avec sa nouvelle famille. Ou je pouvais faire quelque chose que je n'avais pas fait en 3 ans, à être la solution pratique à chaque problème. Je pouvais partir. La pensée semblait révolutionnaire et terrifiante à la fois. De toutes mes années de mariage, de maternité et de veuvage, je ne m'étais jamais simplement éloignée d'une obligation. Je n'avais jamais fait passer mes propres besoins en premier quand quelqu'un d'autre prétendait avoir plus besoin de moi. Je n'avais jamais testé si l'amour pouvait survivre sans mon service et mon sacrifice constant. Mais assise là, exclue du mariage de ma propre fille, tout en étant blâmée d'avoir des sentiments à ce sujet, j'ai réalisé que je n'avais plus rien à perdre. La relation que je m'étais battue pour préserver était déjà partie. J'avais juste trop peur de l'admettre. J'ai démarré la voiture, le moteur ronronnant avec son bourdonnement familier et fiable, et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La possibilité de choisir. Je pouvais conduire jusqu'au lac de Clerval, où Robert et moi allions pour des week-ends tranquilles. Je pouvais m'enregistrer dans un hôtel, commander un service en chambre et regarder de vieux films sans que personne n'ait besoin de moi pour résoudre ses problèmes. Je pouvais disparaître pour quelques heures et voir si quelqu'un s'en apercevait. En sortant du parking du domaine de Bellevue, mon téléphone s'est de nouveau mis à sonner. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Puis il a sonné à nouveau, et encore. Quand j'ai atteint l'autoroute, j'avais 6 appels manqués et une série d'SMS de plus en plus frénétiques. Je ne les ai pas re-regardés. Pas encore. J'ai conduit vers le nord, vers le lac de Clerval, une route que j'avais parcourue d'innombrables fois avec Robert pendant notre mariage. Les repères familiers ont défilé par ma fenêtre. Le magasin d'antiquités où nous avions acheté notre première table de salle à manger. Le glacier où nous nous arrêtions les après-midi d'été. Le belvédère où il m'avait demandé en mariage, il y a 45 ans. Chaque souvenir était comme rendre visite à un vieil ami réconfortant dans sa constance et sa chaleur. L'auberge du lac n'avait pas beaucoup changé depuis la mort de Robert. La même enseigne au néon, le même parking en gravier, le même employé âgé qui travaillait à la réception depuis des décennies. Il ne m'a pas reconnu, nous nous étions toujours enregistrés ensemble avant. Mais il était gentil, de la manière dont les gens qui travaillent avec les voyageurs apprennent à l'être. « Juste pour ce soir ?» a-t-il demandé en traitant ma carte de crédit. « Je ne suis pas encore sûre », me suis-je entendu dire. L'honnêteté m'a surprise. Quand avais-je cessé de connaître mes propres projets ?
Quand ma vie était-elle devenue si réactive que je ne pouvais pas prédire mon propre prochain mouvement? Eh bien, faites-nous savoir. Chambre 14, à l'arrière. C'est agréable et calme. La chambre était petite et propre, avec une vue sur le lac à travers des rideaux qui avaient connu des jours meilleurs. Je me suis assise sur le bord du lit et j'ai finalement regardé mon téléphone. 12 appels manqués, 15 SMS. La progression racontait une histoire de panique croissante, mais pas du genre que j'attendais. Les premiers SMS étaient de Lydie. « Maman, où es-tu partie ?» Les gens posent des questions sur toi. C'est vraiment embarrassant. Puis Adrien a commencé à envoyer des messages. « Marguerite, Lydie est bouleversée. Peux-tu revenir, s'il te plaît ?» Puis Diane. « Marguerite, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais nous devons régler ça. Les fournisseurs sont confus. » Les fournisseurs. Même dans la crise, tout revenait à la logistique, à l'argent et à mon utilité en tant que solutionneuse de problèmes. Mais c'est le message vocal de Lydie qui a finalement brisé quelque chose dans ma poitrine. Sa voix tremblait, mais pas de tristesse ou d'inquiétude pour mon bien-être. Elle semblait en colère, frustrée, comme quelqu'un dont l'employé avait démissionné sans préavis le jour le plus chargé de l'année. « Maman, je ne sais pas quel genre de déclaration tu penses faire, mais tu es en train de gâcher mon mariage. Tout le monde demande où tu es, et je ne sais pas quoi leur dire. Tu me mets dans l'embarras devant la famille d'Adrien. S'il te plaît, reviens, et on pourra parler de ce qui te dérange plus tard. » Gâcher son mariage, en étant absente. En étant finalement, pour la première fois en 3 ans, pas disponible quand elle avait besoin que je joue mon rôle. J'ai appelé la réception. « Excusez-moi, c'est Marguerite Dubois de la chambre 14. Votre restaurant est-il encore ouvert ?» La cuisine ferme à 21h, mais vous avez environ 1 heure. Rien de sophistiqué, mais la nourriture est bonne. Quand avais-je mangé pour la dernière fois seule au restaurant? Quand avais-je commandé pour la dernière fois ce que je voulais, sans tenir compte des préférences ou des contraintes budgétaires de quelqu'un d'autre? Je ne pouvais pas me souvenir. Le restaurant était presque vide. Juste moi, un couple de personnes âgées, partageant un dîner tranquille, et un homme en costume d'affaires travaillant sur son ordinateur portable en mangeant un hamburger. La serveuse était une femme de mon âge, peut-être quelques années plus jeune, avec des yeux gentils et des chaussures confortables. « Qu'est-ce que je vous sers, ma petite dame ?» J'ai regardé le menu et j'ai réalisé que je n'avais aucune idée de ce que je voulais. Pendant si longtemps, mes choix alimentaires avaient été dictés par la nutrition, l'économie et ce qui était en promotion au supermarché. Quand avais-je choisi quelque chose pour la dernière fois, simplement parce que j'en avais envie? « Du saumon, dis-je finalement, et un verre de Sancerre. » Mon choix. Longue journée, j'ai ri, me surprenant moi-même. On peut dire ça. En attendant mon repas, j'ai complètement éteint mon téléphone. Pas en silencieux. Éteint. Le soulagement a été immédiat et choquant. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, personne ne pouvait me joindre. Personne ne pouvait me demander de résoudre ses problèmes, de coordonner sa logistique ou de fournir des solutions financières à sa mauvaise planification. Le saumon était parfaitement cuit, fondant et assaisonné d'herbes que je ne pouvais pas identifier. Le vin était frais et sec, meilleur que tout ce que je m'étais autorisé à acheter depuis des années. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée, regardant le coucher de soleil peindre le lac de teintes dorées et roses à travers les fenêtres du restaurant. À mi-chemin du dîner, j'ai réalisé que je souriais, vraiment souriais. Pas l'expression pratiquée que j'utilisais quand les gens avaient besoin que je sois gentille ou accommodante. C'était le sourire de quelqu'un qui était exactement là où elle avait choisi d'être, faisant exactement ce qu'elle voulait faire. « Alors, le saumon ?» a demandé la serveuse en remplissant mon verre de vin. « Parfait, dis-je. Absolument parfait. » De retour dans ma chambre, j'ai pris une longue douche chaude. Quelque chose que j'avais rationné à la maison pour maintenir mes factures d'énergie gérables.
J'ai utilisé toutes les petites bouteilles de shampoing et de lotion fournies par l'auberge, des luxes dont j'avais acheté les versions de marque distributeur pendant des années. Je me suis enveloppée dans le peignoir en éponge qui pendait à la porte de la salle de bain et je me suis regardée dans le miroir. La femme qui me regardait était une étrangère. Pas la solutionneuse de problèmes efficaces qui répondait à chaque appel et résolvait chaque crise. Pas la mère reconnaissante qui acceptait des miettes d'affection en échange d'un soutien financier illimité. Cette femme avait l'air fatiguée, mais calme. Triste, mais d'une certaine manière en paix. J'ai rallumé mon téléphone pour vérifier l'heure et les notifications manquées ont déferlé comme un barrage qui cède. 23 appels manqués maintenant. 31 SMS. Des messages vocaux de personnes dont je n'avais jamais entendu parler. Sauf quand elles avaient besoin de quelque chose. Mais enfoui dans tous les messages exigeants, il y en avait un qui m'a arrêté net. Un SMS d'un numéro inconnu, avec un indicatif de Lyon. « Bonjour Madame Dubois, c'est la maman de Théo, Sarah, du mariage. » Théo n'arrête pas de parler de la gentille dame qui a réparé sa fleur. Merci d'avoir été si gentille avec lui quand il était bouleversé. Vous avez illuminé toute sa journée. J'ai fixé ce message jusqu'à ce que mes yeux s'embuent de larmes. 5 minutes de gentillesse authentique envers un enfant que je n'avais jamais rencontré avait plus compté que 3 ans de sacrifices financiers pour une fille qui me voyait comme une prestataire de services pratiques. J'ai répondu « Théo est un petit garçon merveilleux. Merci de me l'avoir fait savoir. » Sa réponse est arrivée rapidement. Il veut savoir si vous êtes sa nouvelle grand-mère. Je lui ai dit que peut-être un jour, si on a de la chance. Peut-être un jour si on a de la chance. Une étrangère considérait l'idée de ma présence dans sa famille comme une bénédiction, alors que ma propre fille traitait mon absence comme un inconvénient. J'ai de nouveau éteint mon téléphone et je me suis glissée dans le lit. Les draps étaient propres et frais, le matelas ferme mais confortable. Dehors, le lac clapotait doucement contre le rivage, un son que j'avais presque oublié que j'aimais. Pour la première fois en 3 ans, je me suis endormie sans me soucier des problèmes de qui que ce soit d'autre, sans mon téléphone à côté de moi en cas d'urgence, sans le poids d'être perpétuellement de garde pour des gens qui prenaient ma disponibilité pour acquise. J'ai dormi 10 heures d'affilée. Je me suis réveillée à 8h30, le plus tard que j'avais dormi depuis des années. Pas de réveil, pas d'appels téléphoniques urgents, pas de crise immédiate nécessitant mon attention. Juste la lumière naturelle filtrant à travers les rideaux de l'auberge et le son des oiseaux chantant à l'extérieur. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Puis tout m'est revenu. Le mariage, le parking, le trajet vers le nord, la décision de disparaître de la réception de ma propre fille. J'aurais dû me sentir coupable, honteuse, désespérée de me racheter. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des décennies. Reposée. J'ai commandé du café et des toasts au service en chambre, un autre petit luxe que je m'étais refusé pendant des années, et j'ai finalement allumé mon téléphone. L'écran s'est illuminé d'un déluge numérique de communication manquée. 47 appels manqués. 62 SMS. 13 messages vocaux. La progression racontait une histoire de désespoir croissant, mais pas du genre qu'une mère rêve de recevoir de son enfant. Les premiers messages envoyés pendant que la réception que j'avais manquée étaient irrités et exigeants. « Maman, où es-tu ? Le service de traiteur doit te parler pour l'heure du dessert. Tout le monde me pose des questions auxquelles je ne sais pas répondre. » À minuit, le ton avait viré à la colère. « Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça le jour de mon mariage. Les parents d'Adrien demandent où tu es passé et je suis humiliée. Tu as tout gâché. » Mais à 3 heures du matin, quand elle a vraisemblablement réalisé que je ne revenais pas, les messages de Lydie étaient devenus manipulateurs. « Maman, je m'inquiète pour toi. S'il te plaît, appelle-moi juste pour que je sache que tu vas bien. Je t'aime. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. S'il te plaît, ne me punis pas pour quelque chose que je ne comprends même pas. » Les messages vocaux étaient pires. Je les ai écoutés en sirotant mon café, regardant le lac par ma fenêtre, essayant de concilier la voix frénétique au téléphone
avec la fille qui m'avait demandé d'attendre dans la voiture à peine 24 heures plus tôt. Maman, c'est moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier, mais les gens disent que tu es partie. Ça ne peut pas être vrai. Tu ne quitterais pas mon mariage. Appelle-moi. Maman, le père d'Adrien pose des questions vraiment embarrassantes sur l'endroit où tu es allée et je ne sais pas quoi lui dire. Diane n'arrête pas de me regarder comme si j'avais fait quelque chose de mal. S'il te plaît, appelle-moi. Maman, il est 4 heures du matin et je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de penser à toi, conduisant seule quelque part, et si quelque chose t'était arrivé? Et si tu avais eu un accident, et que j'étais la dernière personne à t'avoir parlé, et que j'ai été méchante? S'il te plaît, appelle-moi. Et enfin, le dernier message vocal, laissé à 6h47 ce matin-là. Maman, j'ai peur. Je suis restée éveillée toute la nuit et je n'arrête pas de penser à hier et je crois que j'ai tout gâché. Je crois que je gâche tout depuis longtemps. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin de te parler. J'ai écouté ce dernier message 3 fois, cherchant une prise de conscience authentique plutôt qu'une gestion de crise. Voyait-elle vraiment notre relation clairement pour la première fois, ou était-ce juste une autre tactique de manipulation, quand la colère et la culpabilité n'avaient pas fonctionné? Avant que je puisse décider comment répondre, mon téléphone a sonné. Lydie, appelant probablement de sa suite lune de miel à l'hôtel de luxe du centre-ville où elle et Adrien passaient leur nuit de noces avant de s'envoler pour l'Italie. J'ai décroché à la 4e sonnerie. « Maman ?» Sa voix était rauque, épuisée. « Mon Dieu, j'étais si inquiète. Où es-tu? Tu vas bien ?»« Je vais bien, Lydie. Je suis au lac. »« Le lac? Quel lac? Qu'est-ce que tu fais à un lac? » ?»« Le lac de Clerval. Où ton père et moi allions. » J'ai gardé ma voix stable, calme. Je prends mon petit déjeuner et je regarde l'eau. Silence. Puis, pourquoi es-tu partie de mon mariage? La question flottait d'entre nous, chargée de 3 ans de ressentiment et de déception accumulées. Je pouvais l'esquiver, la minimiser, revenir à mon rôle de mère accommodante qui ne se plaignait jamais de son traitement. Ou je pouvais dire la vérité. Parce que tu m'as demandé d'attendre dans la voiture. Et j'ai réalisé que j'avais attendu toute ma vie que tu décides que je valais la peine d'être incluse. Maman, ce n'est pas... Je voulais juste dire pour quelques minutes, le temps qu'on s'organise. Je ne voulais pas dire que tu ne pouvais pas entrer du tout. Quand allais-tu m'inviter à entrer, Lydie? Après la cérémonie à laquelle je n'ai pas été autorisée à assister? Après les photos de famille dans lesquelles je n'étais pas incluse? Après la réception où j'étais censée coordonner les fournisseurs pendant que tu célébrais avec ta vraie famille? Tu es ma vraie famille! Les mots se sont sortis fort, défensifs. Tu es ma mère. Vraiment? Parce que ces 3 dernières années, je me suis sentie plus comme ton employé. Quelqu'un que tu appelles quand tu as besoin d'argent, ou qu'on résolve tes problèmes, ou qu'on coordonne la logistique. Mais pas quelqu'un avec qui tu veux vraiment passer du temps. Je l'ai entendue aspirer de l'air, la pause qui signifiait qu'elle était sur le point de se défendre. Ce n'est pas juste, j'ai été occupée avec le travail et la planification du mariage. Et quand est-ce que tu m'as appelée pour la dernière fois juste pour parler, Lydie? Pas pour demander quelque chose, pas pour résoudre une crise, pas pour coordonner des plans. Juste pour entendre ma voix parce que je te manquais? Le silence s'est prolongé si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Finalement, elle a murmuré « Je ne sais pas. » Moi, je sais, c'était il y a 18 mois. Tu as appelé pour me parler de ta promotion. Nous avons parlé pendant 7 minutes, puis tu as dû y aller parce que tu allais dîner avec Adrien. C'était la dernière fois que nous avons eu une conversation qui ne portait pas sur ce dont tu avais besoin de moi. Maman, Elle pleurait maintenant, mais je ne pouvais pas dire si c'était par prise de conscience sincère ou par frustration que ces tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. J'ai vendu ma maison pour me rapprocher de toi. Et je continuais, ma voix gagnant en force. J'ai abandonné mes amis, ma communauté, mon système de soutien parce que tu as dit que tu me voulais près de toi.
Mais ce que tu voulais, c'était une ressource pratique. Quelqu'un pour garder le chien d'Adrien. Quelqu'un pour aider avec tes problèmes d'assurance. Quelqu'un pour signer des chèques pour ton mariage, pendant que tu construisais de vraies relations avec des gens avec qui tu aimais vraiment passer du temps. Ce n'est pas vrai. Vraiment. Parle-moi des 6 derniers mois, Lydie. Combien de fois m'as-tu invité à passer du temps avec toi qui n'impliquait pas que je fournisse de l'argent ou des services? Combien de fois m'as-tu posé des questions sur ma vie, ma santé, ma solitude? Les pleurs se sont intensifiés. Je ne sais pas, je ne me souviens pas. J'ai été tellement stressée avec le mariage et le travail et tout. Et j'ai été tellement disponible pour ton stress que tu as oublié que j'étais une personne, avec mes propres sentiments et besoins. Une nouvelle voix est entrée dans la conversation. Adrien, prenant le téléphone à sa femme en larmes. « Marguerite, je pense que vous devriez peut-être rentrer pour que vous et Lydie puissiez en parler en personne. Elle est très bouleversée. » Adrien. L'homme que j'avais aidé à financer pendant ses études, dont j'avais aidé à payer les prêts étudiants, dont j'avais aidé à acheter la bague de fiançailles, me parlant comme si j'étais une parente difficile qui perturbait leurs plans de lune de miel. « Adrien, dis-je avec soin, j'ai 74 ans. Je ne suis pas une enfant qui fait une crise de colère, je suis une femme qui a été systématiquement exclue de la vie de sa fille, tout en étant censée financer cette vie. Et je suis fatiguée. Je comprends que vous soyez bouleversée, mais c'est le week-end du mariage de Lydie. Ça ne peut pas attendre notre retour d'Italie ? L'Italie, la lune de miel que j'avais aidé à payer. Le voyage qu'il ferait avec l'argent que j'avais contribué, pendant que j'étais seule dans mon appartement bon marché, mangeant de la soupe de marque distributeur et rationnant mes médicaments pour qu'ils durent plus longtemps. Ça a déjà attendu 3 ans, Adrien. Je pense que ça peut attendre encore un peu. J'ai raccroché et j'ai de nouveau éteint mon téléphone. 1 heure plus tard, on a frappé à la porte de ma chambre d'auberge. À travers le judas, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas. Bien habillée, d'âge moyen, avec l'assurance de quelqu'un habitué à résoudre les problèmes par la force de sa personnalité. « Madame Dubois, je suis Diane Chevalier, la mère d'Adrien. Pouvons-nous parler ?» La femme qui m'avait remplacée dans l'affection de ma fille, debout à la porte de ma chambre, avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa bienvenue dans la vie de son fils. J'ai ouvert la porte. « Comment m'avez-vous trouvé ?» Adrien m'a appelé. Ils sont tous très bouleversés, et franchement, cette situation m'inquiète. Puis-je entrer ? Je me suis écartée, curieuse malgré moi. Diane est entrée avec l'efficacité pratiquée de quelqu'un qui avait déjà géré des crises familiales. Ses yeux ont rapidement évalué la modeste chambre d'auberge et mon apparence. « J'ai apporté du café, » dit-elle en posant un sac d'un café local. J'ai pensé qu'on pourrait en avoir besoin. Au cours de l'heure suivante, j'ai appris plus sur la vie de ma fille que je n'en avais su en des années. Diane parlait avec l'autorité de quelqu'un qui avait été véritablement inclus dans le monde de Lydie, qui connaissait ses luttes et ses triomphes quotidiens, ses peurs et ses aspirations. « Elle parle de vous constamment, » dit Diane, ce qui m'a surprise. « Mais Marguerite, elle parle de vous comme d'un filet de sécurité, pas d'une personne. Elle dit des choses comme « Ma maman s'en occupera » ou « Maman sait toujours quoi faire » ou « Je peux toujours compter sur maman ». Mais elle ne parle jamais de vos pensées, de vos sentiments, de votre vie en dehors de la façon dont elle se rapporte à ses besoins. L'honnêteté était dévastatrice et libératrice à la fois. « Je pense, » continua doucement Diane, « que vous avez été si douée pour résoudre ces problèmes qu'elle a oublié que vous aviez les vôtres. » Les mots de notre Diane flottaient dans l'air entre nous, comme un diagnostic que j'avais évité pendant des années. Vous avez été si douée pour résoudre ces problèmes qu'elle a oublié que vous aviez les vôtres. Je me suis servi une autre tasse du café qu'elle avait apporté, un café cher, artisanal, du genre que je m'étais entraînée à ne pas acheter parce que cela semblait être un gaspillage quand la marque du magasin suffisait. Mais assise là, dans cette chambre d'auberge, goûtant quelque chose de vraiment bon au lieu de simplement fonctionnel,
j'ai réalisé combien de petits plaisirs j'avais sacrifiés au nom de l'utilité pour les autres. « Elle vous aime ?» continua Diane, s'asseyant sur la seule chaise de la pièce avec la grâce de quelqu'un qui n'avait jamais eu à remettre en question sa place dans la vie de son fils. « Mais elle vous aime comme on aime l'électricité, reconnaissante quand ça fonctionne, frustrée quand ça ne fonctionne pas, mais ne pensant jamais vraiment d'où ça vient ou combien ça coûte à entretenir. » L'analogie était parfaite et déchirante. J'étais devenue une infrastructure dans la vie de Lydie, essentielle mais invisible, remarquée seulement quand elle ne fonctionnait pas correctement. « Hier, dis-je lentement, quand vous ajustiez son voile, que vous preniez des photos avec elle, que vous étiez sur les photos de famille. C'est ce que je faisais, avant de devenir la solutionneuse de problèmes. J'étais la personne qu'elle voulait près d'elle dans les moments importants. » Diane hocha la tête. « Je sais, et je me suis sentie coupable à ce sujet. Honnêtement, elle parle de vous constamment, mais c'est moi qu'elle invite. Elle me demande mon avis sur la décoration, la mode, les problèmes de couple. Elle me traite comme de la famille, alors qu'elle vous traite comme du personnel. Pourquoi ? La question était plus petite que je ne l'avais prévue. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Vous lui avez appris que votre amour était illimité et inconditionnel. Vous n'avez jamais dit non. Vous n'avez jamais fixé de limites. Vous n'avez jamais exigé de réciprocité. Alors elle a appris à prendre sans donner en retour, à avoir besoin sans apprécier, à supposer que vous seriez toujours là, peu importe comment elle vous traitait. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Pas se briser, mais se réaligner, comme un os qui avait été mal placé et qui se remettait enfin dans sa position correcte. Je pensais que c'était ce que les mères étaient censées faire. Aimer sans condition. Aimer sans condition, oui, mais servir sans limite, c'est différent. C'est de la complaisance. C'est enseigner à quelqu'un qu'il n'a pas à mériter le soin ou la considération, parce que ce sera toujours donné librement. Diane a sorti son téléphone et m'a montré une photo de la réception du mariage. Lydie, dansant avec Adrien. Radieuse et joyeuse, entourée d'amis et de famille. Elle était magnifique. Mais ce qui m'a frappée, c'est ce que je n'y étais pas. Je n'avais pas été là pour assister au bonheur de ma fille, pour la voir célébrer la vie que j'avais aidé à rendre possible. Elle était dévastée quand elle a réalisé que vous étiez parti, dit Diane. Mais pas parce que vous lui manquiez, parce qu'elle avait besoin que vous vous occupiez des choses et que vous n'étiez pas là. Vous voyez la différence ? Oui, je voyais la différence. Et c'était comme regarder ma relation avec Lydie à travers une lentille qui mettait enfin tout en perspective. Elle avait été dévastée par mon absence de la même manière que l'on est dévasté quand son téléphone tombe en panne de batterie ou que sa voiture tombe en panne. Frustrée par l'inconvénient, pas en deuil de la perte de connexion. « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» ai-je demandé. « Ce que vous voulez, » dit simplement Diane. « Pour la première fois depuis des années, vous pouvez choisir ce que vous voulez, au lieu de fournir automatiquement ce dont tout le monde a besoin. » Cet après-midi-là, après le départ de Diane, j'ai fait une promenade le long du lac, le même chemin que Robert et moi avions parcouru des dizaines de fois. Mais maintenant, je le voyais avec de nouveaux yeux. La façon dont la lumière de l'après-midi frappait l'eau, le bruit des vagues qui se brisaient contre le quai, les familles qui jouaient sur le sable. Tout était exactement comme je m'en souvenais, mais je le vivais en tant que Marguerite, au lieu de l'épouse, de la mère ou de la solutionneuse de problèmes de quelqu'un. J'ai trouvé un banc avec vue sur l'eau et j'ai pris une décision qui aurait été impensable 24 heures plus tôt. J'ai appelé ma banque. J'ai besoin de faire opposition sur plusieurs chèques, ai-je dit au représentant du service client. Des paiements à des fournisseurs de mariage qui ont été traités hier. Puis-je vous demander la raison de l'opposition ? Les services n'ont pas été rendus comme convenu. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais ce n'était pas non plus tout à fait faux. J'avais payé pour être incluse dans le mariage de ma fille et ce service n'avait définitivement pas été rendu comme convenu. Le représentant était professionnel et efficace. Je peux faire opposition sur tous les chèques qui n'ont pas encore été encaissés. Il y aura des frais pour chaque opposition. C'est d'accord ? C'est d'accord. J'aurai aussi besoin de fermer le compte joint que j'ai avec ma fille.
Bien sûr, j'aurai besoin de vérifier votre identité et les informations de votre compte. En 1 heure, j'avais repris le contrôle de mes finances pour la première fois depuis que Lydie m'avait convaincu de créer des comptes joints pour les urgences. Le fonds d'urgence qu'elle avait constamment vidé pour des choses qui n'étaient pas des urgences. Le compte courant qu'elle avait utilisé comme son distributeur automatique personnel. Le compte d'épargne qui était passé de confortable à préoccupant alors que je finançais ses améliorations de style de vie. Mon téléphone a sonné sans arrêt alors que les paiements des fournisseurs étaient rejetés et que la nouvelle se répandait dans l'industrie du mariage, que Marguerite Dubois n'était plus la payeuse fiable des factures de sa fille. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie. Ce soir-là, je suis allée dans un restaurant que j'avais toujours voulu essayer mais que je n'avais jamais pu me permettre. Un petit endroit italien avec des nappes blanches et des bougies, et une carte des vins qui ne comportait aucune bouteille à moins de 40 €. J'ai commandé le risotto aux fruits de mer et un verre de pinot blanc. Et j'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée en regardant le coucher de soleil peindre le ciel de teintes orange et rose. Le couple à la table d'à côté célébrait son anniversaire, trinquant à 40 ans de mariage avec du champagne et des souvenirs partagés. Je les ai entendus parler de leurs enfants et petits-enfants, de leurs projets de voyage, de leur retraite confortable. Ils parlaient de leur famille avec joie, pas avec obligation. Leurs enfants appelaient pour prendre de leurs nouvelles, pas pour demander de l'argent. Leurs petits-enfants leur rendaient une visite parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. C'est comme ça que la famille était censée être. C'est ce que j'avais manqué pendant que je me concentrais sur le fait d'être utile plutôt que d'être aimé. Quand je suis retournée à ma chambre d'auberge, un message m'attendait à la réception. « Une jeune femme a appelé, » dit l'employé. « Elle a dit que c'était votre fille. Elle conduit depuis Paris et veut savoir si vous la rencontrerez pour le petit déjeuner demain. » J'y ai longuement réfléchi. Une partie de moi voulait dire non. Prolonger ma disparition jusqu'à ce que Lydie comprenne vraiment ce que mon absence signifiait. Mais une autre partie de moi, la partie qui avait été mère plus longtemps qu'elle n'avait été autre chose, savait que cette conversation était inévitable. « Si elle rappelle, dis-je à l'employé, dites-lui que je la retrouverai au Sunrise Diner. J'ai passé cette nuit à planifier ce que je dirais. Pas les mots accommodants et apologétiques que j'avais utilisés pendant des années pour aplanir les conflits et maintenir la paix. Mais la vérité, prononcée avec la clarté de quelqu'un qui avait finalement cessé d'avoir peur des réactions des autres à ses sentiments honnêtes. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt au restaurant et j'ai choisi une banquette avec vue sur le parking. À 9 heures précises, j'ai vu la voiture de Lydie arriver, la Honda Civic que j'avais aidé à acheter, payée avec l'argent que j'avais économisé sur mon salaire d'infirmière, pendant 2 ans de garde supplémentaire et de budget serré. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux étaient sales, ses yeux rouges et gonflés, et elle portait les mêmes vêtements dans lesquels elle avait probablement dormi. C'était ma fille, à son moment le plus vulnérable, et chaque instinct maternel que je possédais me criait de la réconforter, de tout arranger, de reprendre mon rôle de solutionneuse universelle. Au lieu de cela, je suis restée assise et j'ai attendu qu'elle vienne à moi. Elle s'est glissée dans la banquette en face de moi avec les mouvements hésitants de quelqu'un qui n'était pas sûr d'être le bienvenu. « Maman », dit-elle, et sa voix se brisa sur ce seul mot. « Bonjour, Lydie. J'ai pensé toute la nuit à ce que tu as dit hier, sur la dernière fois que je t'ai appelée juste pour parler, sur la façon dont je te traite comme une employée au lieu d'une mère. » Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses qui coulaient sur ses joues sans fanfare. Et je pense que tu as raison. C'était la première fois en 3 ans qu'elle reconnaissait ma perspective sans se défendre immédiatement. La première fois qu'elle acceptait de la responsabilité, au lieu d'expliquer pourquoi son comportement était justifié par des circonstances indépendantes de sa volonté. « Je pense, continua-t-elle, que j'ai été une fille terrible, et je ne sais pas comment arranger ça. Mais je veux essayer. » J'ai regardé cette jeune femme qui avait été le centre de mon monde pendant 28 ans, qui avait façonné chaque décision que j'avais prise
et chaque sacrifice que j'avais accepté. Et j'ai réalisé que pour la première fois dans notre relation, j'avais le pouvoir de choisir ce qui allait suivre. Je ne suis pas sûre que ça puisse être arrangé, Lydie, dis-je doucement. Mais peut-être que ça peut être reconstruit, à partir de zéro, avec des règles différentes, cette fois. Ses yeux s'écarquillèrent d'espoir et de peur. Quel genre de règles ? Des règles où je suis une personne, pas un service. Où je suis invitée à participer à ta vie, pas seulement à la financer. Où tu tiens compte de mes sentiments et de mes besoins, au lieu de supposer que je m'adapterais aux tiens. Elle hocha la tête avec empressement. Oui, je veux ça. Je veux être meilleure. Et des règles où je dis non quand j'ai besoin de dire non. Où je prends soin de moi d'abord, parfois. Où je ne m'excuse pas d'avoir des limites. Cette fois, son hochement de tête était plus hésitant. D'accord, je pense que je peux apprendre à respecter ça. Bien, dis-je, parce que j'ai fait opposition à tous les chèques des fournisseurs du mariage et j'ai fermé nos comptes loin. Tu vas devoir trouver d'autres moyens d'assumer tes responsabilités financières. L'espoir dans ses yeux vacilla et s'éteignit. Maman, quoi ? Les fournisseurs m'appellent, ils disent que leurs paiements ont été rejetés. Je n'ai pas l'argent pour couvrir tout ça. Alors tu vas devoir trouver une solution. De la même manière que tu vas devoir trouver comment financer ta lune de miel et payer tes factures et gérer ta vie sans te traiter comme un distributeur de billets d'urgence. Mais maman, je ne peux pas. Lydie, l'interrompis-je. C'est exactement de ça que je parle. Ton premier instinct est de faire de tes problèmes financiers ma responsabilité. Mais ils ne le sont pas, ce sont les tiens. Elle m'a regardé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Je ne comprends pas. Tu m'as toujours aidé avec l'argent. Tu as toujours été là quand j'avais besoin de toi. Et regarde où ça nous a menés. J'ai 74 ans, je vis dans un appartement bon marché, je rationne mes médicaments et je mange de la nourriture de marque distributeur pour pouvoir financer un style de vie pour une fille qui m'a demandé d'attendre dans la voiture à son propre mariage. Les mots l'ont frappée comme des coups physiques, et j'ai vu son visage se crisper alors qu'elle comprenait vraiment, peut-être pour la première fois, le coup de sa dépendance envers moi. « Je suis désolée », a-t-elle murmuré. « Je suis tellement, tellement désolée. »« Je sais, dis-je, et je t'aime. Mais l'amour ne suffit plus. J'ai besoin de respect, j'ai besoin de considération. J'ai besoin d'être traitée comme une personne qui compte, pas comme une ressource à exploiter. » Comment j'apprends à faire ça ? En recommençant à zéro, en apprenant à me connaître en tant que personne, au lieu de simplement m'utiliser comme une solution, en m'invitant à passer du temps avec toi qui n'implique pas d'argent, de faveur ou de gestion de crise. Elle hocha la tête, s'essuyant les yeux avec une serviette en papier. On peut commencer aujourd'hui ? J'ai souri et j'ai eu l'impression que c'était le premier vrai sourire que je lui avais donné depuis des années. Oui, on peut commencer aujourd'hui. 6 mois plus tard, je plantais des tomates dans le petit jardin derrière mon nouvel appartement quand mon téléphone a sonné. Pas la sonnerie de panique et d'exigence à laquelle je m'étais habituée au fil des ans, mais un doux carillon qui ne faisait plus battre mon cœur d'anxiété à l'idée de la crise qui nécessitait une solution immédiate. « Bonjour maman !» La voix de Lydie était différente maintenant. Plus douce, plus hésitante, portant le respect prudent de quelqu'un qui avait appris que les relations nécessitent de l'entretien plutôt que de la simple extraction. « Bonjour ma chérie. Comment vas-tu ? » « Je vais bien. Adrien a eu sa promotion et on a finalement remboursé le dernier des fournisseurs du mariage. Je voulais appeler et te remercier. Eh bien, de m'avoir appris à gérer mes propres problèmes. Ça avait été 6 mois difficiles pour nous deux. Lydie avait été forcée d'apprendre la responsabilité financière pour la première fois de sa vie d'adulte, prenant des missions en freelance
pour couvrir les paiements rejetés des fournisseurs, négociant des plans de paiement, faisant face aux conséquences d'années de mauvaise planification. Elle avait dû annuler la lune de miel en Italie et se contenter d'un week-end dans le Jura à la place. Elle avait dû vendre certains des meubles coûteux que j'avais aidé à acheter et déménager dans un appartement plus petit et plus abordable. Mais elle l'avait fait, sans m'appeler pour tout arranger, sans s'attendre à ce que je la sauve, sans transformer ses problèmes en mes urgences. « Je suis fière de toi, dis-je, et je le pensais vraiment. J'ai pensé à ce que tu as dit au restaurant, sur le fait de t'inviter à passer du temps avec moi qui n'implique pas d'argent ou de faveur. Voudrais-tu venir dîner ce week-end? Juste pour passer du temps ensemble? Il y a 6 mois, j'aurais dit oui immédiatement, reconnaissante de toute reconnaissance de mon existence. Maintenant, j'ai considéré mon propre emploi du temps, mes propres désirs, mes propres besoins. J'adorerais, dis-je, mais je ne peux pas samedi. Je fais du bénévolat au jardin partagé, et puis j'ai mon club de lecture. La pause qui a suivi n'était pas gênante, elle était réfléchie. Lydie était en train de traiter la réalité que j'avais maintenant ma propre vie, mes propres engagements et amitiés et activités qui ne tournaient pas autour de ses besoins. « Et dimanche ?» a-t-elle demandé. « Je pourrais faire le bœuf bourguignon que tu m'as appris à cuisiner. Ça semble merveilleux. » Après avoir raccroché, je me suis assise sur ma chaise de jardin et je me suis émerveillée de tout ce qui avait changé. L'appartement dans lequel j'avais emménagé après avoir quitté l'auberge du lac de Clerval était plus petit que mon ancien logement, mais il était dans un quartier plus animé, avec des trottoirs et des cafés et des gens de mon âge qui étaient intéressés par l'amitié plutôt que par la simple commodité. J'avais rejoint le club de lecture de la bibliothèque locale, j'avais commencé à faire du bénévolat au centre communautaire, j'avais pris un cours de peinture à l'aquarelle qui se réunissait le jeudi soir. Pour la première fois depuis des années, je vivais ma propre vie au lieu de simplement soutenir celle de tout le monde. La transformation n'avait pas été facile. Il y avait eu des nuits solitaires où je m'étais demandé si l'indépendance valait l'isolement, si fixer des limites valait le risque de perdre complètement des relations. Le premier mois avait été particulièrement difficile, car j'avais découvert à quel point mon identité était liée au fait d'être nécessaire pour les autres. Mais petit à petit, j'avais commencé à me souvenir de qui était Marguerite Dubois quand elle n'était pas définie par son utilité pour les autres. Elle était quelqu'un qui aimait le jardinage et avait des opinions bien arrêtées sur les romans policiers. Elle était quelqu'un qui se faisait des amis facilement quand elle n'était pas constamment distraite par les crises des autres. Elle était quelqu'un qui avait des histoires à raconter et une sagesse à partager. Pas seulement des problèmes à résoudre et des factures à payer. L'appel téléphonique de la mère de Théo, Sarah, avait été le catalyseur d'une grande partie de cette transformation. Elle m'avait invitée à déjeuner quelques semaines après le mariage, et pendant notre conversation, j'avais mentionné que je me sentais à la dérive sans mon rôle constant de solutionneuse de problèmes familiaux. « Vous savez, m'avait-elle dit, le centre communautaire cherche toujours des bénévoles, avec une expérience d'infirmière. Ils font des bilans de santé pour les personnes âgées qui n'ont pas les moyens de payer des soins réguliers. Ce n'est pas un travail rémunéré, mais c'est un travail qui a du sens. » Ce poste de bénévole avait mené à des amitiés avec d'autres femmes de mon âge qui naviguaient dans leurs propres identités, post-carrière, post-mariage. Des femmes qui comprenaient la complexité d'aimer des enfants adultes tout en maintenant des limites personnelles. Des femmes qui avaient appris, comme j'étais en train de l'apprendre, que le respect de soi n'était pas de l'égoïsme, mais essentiel. La suggestion du club de lecture était venue de Marthe qui était veuve depuis 5 ans et avait ses propres histoires sur l'apprentissage de la vie pour soi-même, après des décennies à vivre pour les autres. La lecture te donne quelque chose à penser en dehors des problèmes des autres, m'avait-elle dit, avec la sagesse de l'expérience. Le cours de peinture avait été ma propre idée, déclenché par un souvenir des cours d'art que j'aimais au lycée, mais que j'avais abandonnés quand le mariage et la maternité avaient consumé toute mon énergie créative. Mes aquarelles étaient terribles. Au début, boueuses et incertaines, mais elles s'amélioraient avec la pratique, avec la méthode. Plus important encore, l'acte de créer quelque chose purement pour mon propre plaisir semblait révolutionnaire après des années
de productivité mesurée uniquement par son utilité pour les autres. 3 mois après le désastre du mariage, j'avais reçu une visite inattendue. Adrien était venu seul à mon appartement, l'air nerveux, portant une enveloppe Kraft remplie de papier. « Ce sont des plans de remboursement », avait-il dit sans préambule. « Pour tout l'argent que vous avez contribué à nos vies ces 3 dernières années. Lydie et moi nous sommes assis et avons tout calculé. L'aide au loyer, les paiements de la voiture, les franchises d'assurance, les frais de mariage, tout. Nous voulons vous rembourser. » J'avais parcouru les papiers qu'il avait préparés avec l'attention méticuleuse aux détails qui l'avaient rendu performant dans sa carrière financière. Chaque chèque que j'avais signé, chaque facture que j'avais payée, chaque crise que j'avais résolue avec de l'argent que je ne pouvais pas me permettre de donner. Le total était stupéfiant, plus de 43 000 € en 3 ans. « Nous ne pouvons pas tout rembourser d'un coup, continua-t-il, mais nous pouvons payer 300 € par mois pendant les 15 prochaines années, avec intérêt. Ce n'est pas assez, et ce n'est pas assez rapide, mais c'est ce que nous pouvons nous engager à faire de manière réaliste. » J'avais regardé ces papiers pendant un long moment, pensant à ce que 43 000 € auraient pu signifier pour ma propre vie. Un appartement plus confortable, de meilleurs soins de santé, la sécurité financière qui m'aurait permis de prendre ma retraite complètement au lieu de prendre un travail à temps partiel pour joindre les 2 bouts. Mais j'avais aussi pensé à ce que refuser son offre pourrait signifier. C'était la première fois que l'un d'eux reconnaissait l'ampleur de ce qu'il m'avait pris. La première fois qu'ils avaient traité notre relation financière comme une dette à rembourser, plutôt qu'un cadeau à oublier. « J'accepte », avais-je dit. « Mais je veux que les paiements aillent sur un compte séparé. Je crée une bourse d'études pour les femmes plus âgées qui retournent à l'école d'infirmière. Votre argent aidera d'autres personnes de la même manière que mon argent vous a aidé. » Adrien avait pleuré alors, les larmes silencieuses de quelqu'un qui avait enfin compris le poids de l'obligation et la dignité de la réciprocité. La bourse, Marguerite Dubois, avait grandi au-delà de tout ce que j'avais imaginé. La nouvelle s'était répandue sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux sur les origines de la bourse. La grand-mère qui avait été exclue du mariage de sa fille, mais qui avait choisi de transformer sa douleur en opportunité pour les autres. Les dons avaient afflué d'étrangers, qui reconnaissaient leurs propres histoires dans la mienne. Des femmes qui avaient été prises pour acquises par leur famille, des hommes qui avaient vu leurs mères ou leurs épouses se sacrifier pour des enfants ingrats. En 6 mois, nous avions recueilli assez d'argent pour accorder des bourses d'études complètes en soins infirmiers à 12 femmes de plus de 50 ans, finançant leurs rêves de reconversion professionnelle et d'indépendance financière. Les lettres de remerciement que je recevais des boursières signifiaient plus que toute la gratitude que j'avais jamais reçue des membres de ma famille, parce qu'elles venaient de personnes qui voyaient le cadeau comme un changement de vie plutôt qu'un dû. Le mois dernier, on m'avait invité à prendre la parole au dîner annuel de la bourse. Debout sur le podium, regardant un public de donateurs, de bénéficiaires et de sympathisants, j'avais ressenti quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. La satisfaction d'être appréciée pour qui j'étais, plutôt que pour ce que je pouvais fournir. Parfois, avais-je dit au public, le plus grand cadeau que nous puissions nous faire est le courage d'arrêter de tout donner. Parfois, dire non à l'utilisation nous permet de dire oui à l'utilité d'une manière qui honore notre valeur, au lieu d'exploiter notre générosité. Les applaudissements avaient été assourdissants, mais ce sont les conversations tranquilles qui ont suivi qui ont le plus compté. Des femmes de mon âge, et certaines beaucoup plus jeunes, s'étaient approchées de moi pour partager leurs propres histoires sur l'apprentissage de l'amour des autres, sans se perdre soi-même. Des histoires de conversations difficiles avec des enfants adultes, de limites fixées et de relations renégociées. Du travail douloureux mais nécessaire d'exiger le respect au lieu de simplement l'espérer. Maintenant, assise dans mon jardin, regardant les plantes de tomates que j'avais nourries depuis la graine, je réfléchissais à tout ce qui avait changé depuis ce jour horrible sur le parking du domaine de Bellevue. Lydie et moi étions toujours en train de reconstruire notre relation, mais c'était maintenant une relation entre 2 adultes,
plutôt qu'entre une donneuse et une preneuse. Elle posait des questions sur mon travail de bénévole, se souvenait de mes réunions de club de lecture, m'invitait à des activités parce qu'elle appréciait ma compagnie plutôt que parce qu'elle avait besoin de mes services. Adrien me traitait avec la politesse attentive de quelqu'un qui comprenait qu'on lui avait donné une seconde chance de faire partie d'une famille. Il avait commencé à m'appeler « maman », non pas l'affirmation possessive qu'il n'avait jamais méritée, mais la reconnaissance respectueuse de quelqu'un qui avait enfin appris à apprécier, plutôt qu'à exploiter l'amour maternel qui avait été si librement donné. Les paiements mensuels pour la bourse arrivaient chaque mois, jamais en retard, jamais accompagnés d'excuses ou de demandes de délai. Chaque chèque représentait non seulement l'argent remboursé, mais aussi la confiance reconstruite et la dignité restaurée. Mon téléphone a vibré avec un SMS. Pas de Lydie cette fois, mais de Sarah. Match de foot de Théo samedi à 14h. Tu es officiellement sa grand-mère honoraire, donc ta présence est obligatoire. J'ai éclaté de rire, surprenant un rouge-gorge qui observait mes plants de fraises. Théo m'avait en effet revendiqué comme sa grand-mère d'honneur, me présentant à ses amis comme « Mamie Marguerite », qui répare les fleurs et qui arrange tout. Son acceptation inconditionnelle m'avait appris que la famille pouvait être choisie autant qu'héritée, que l'amour pouvait être trouvé dans des endroits inattendus quand on cessait d'essayer de le forcer de sources réticentes. Ce soir-là, je me suis servi un verre de vin, le bon vin, pas le bon marché que je m'étais habituée à acheter, et je me suis assise sur mon petit balcon, regardant le coucher de soleil. Mon téléphone était silencieux, non pas parce que personne ne se souciait de moi, mais parce que les gens qui se souciaient de moi respectaient maintenant mes limites et mon indépendance. J'ai pensé à Robert, à ce qu'il aurait dit de la femme que j'étais devenue. Il m'avait toujours encouragée à m'affirmer davantage, à valoriser mes propres besoins, au lieu de toujours donner la priorité à ceux des autres. « Marguerite, disait-il souvent, tu ne peux pas forcer les gens à bien te traiter. Ils doivent choisir de le faire d'eux-mêmes. » Il m'avait fallu 74 ans et une crise sur un parking pour vraiment comprendre ce qu'il voulait dire. La leçon que j'avais apprise n'était pas d'être égoïste ou de retenir l'amour. Il s'agissait de comprendre que le respect doit se mériter, que les limites sont nécessaires pour des relations saines, et que le mot le plus puissant dans n'importe quelle langue est « non », quand il est utilisé pour protéger sa dignité plutôt que pour permettre l'égoïsme de quelqu'un d'autre. Alors que le soleil se couchait derrière l'horizon parisien, peignant le ciel de teintes dorées et roses qui me rappelaient l'espoir et les nouveaux départs, j'ai levé mon verre de vin pour porter un toast à la femme que j'avais enfin appris à devenir, la femme qui avait arrêté d'attendre dans la voiture. Vous êtes-vous déjà retrouvé à attendre dans la voiture de votre propre vie, faisant passer les besoins des autres avant les vôtres, jusqu'à ce que vous oubliez que vous comptiez aussi ? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Si ce message a résonné en vous, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Parfois, l'histoire qui nous sauve est celle qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre lutte pour nous retrouver.